Vous êtes sur RCF, il est 12h30. 12h30, 14h, ça fait du bien, spécial municipal. Allez, c'est parti, bonjour à tous, ça fait du bien en direct exceptionnellement aujourd'hui jusqu'à 14h à l'occasion des élections municipales. RCF installe ses micros en région, proche de chez vous, avec à chaque fois une problématique différente à analyser, à développer et à tenter de résoudre. Alors après la culture à Brioude dans Haute-Loire, après l'environnement à Signes dans le Var et l'éducation à Beaucamp-Ligny, c'était dans le Nord, on va parler santé aujourd'hui, à presque 15 jours du premier scrutin, direction Pont-Sainte-Marie, juste à côté de Troyes, dans l'Aube. Et nous allons retrouver ceux à qui je passe le flambeau de Ça fait du bien et ça me fait très plaisir. Charlotte Meunier et Jean-Baptiste Labeur, bonjour à tous les deux. Bonjour Melchior, Bonjour à tous. Alors vous l'avez dit Melchior avec Charlotte Meunier, journaliste à RCF au Haute-Loire. Nous sommes à Pont-Sainte-Marie, commune qui jouxte Troyes et plus précisément au domaine de Nazareth. RCF a posé son studio dans cet EHPAD qui se trouve, si je ne m'abuse, juste derrière l'hôpital de Troyes. On n'est pas très loin, vous voyez Melchior qu'on ne pouvait pas trouver mieux pour parler santé aujourd'hui. Je confirme Jean-Baptiste. Et Charlotte, pourquoi ce thème de la santé ? Eh bien Melchior, concernant les compétences des communes, on pense d'abord à l'école ou à la voirie, mais les municipalités ont des moyens d'action en matière de santé, comme la réalisation ou le subventionnement de locaux, ou encore l'aide à l'installation de professionnels de santé. Car vous le savez, un grand nombre de maires sont confrontés au problème de manque de renouvellement des médecins. Le phénomène de désertification médicale qui touche les zones rurales, on le sait, mais pas seulement. La question montante de la dépendance et puis la crise de l'hôpital et des soignants qui marquent aussi l'actualité. Durant cette heure et demie, nous allons avec nos invités parler de ce qui cloche, mais aussi et surtout des solutions. Et vous allez voir Melchior, dans ce domaine, on peut faire preuve d'ingéniosité. Ça fait du bien, spécial municipal, Charlotte Meunier, Jean-Baptiste Labeur. Et en direct donc du domaine de Nazareth à Pont-Sainte-Marie, nous sommes ensemble pour 1h30. Tout d'abord, voici nos invités. Éric Crézel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Ceffonds et président des maires ruraux de Haute-Marne et vous serez notre fil rouge tout au long de ce Ça fait du bien spécial. Pour cette première partie, avec nous également Philippe Bluat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des hôpitaux Champagne-Sud et également président de l'Association européenne des directeurs d'hôpital. On est un peu chez vous, puisque l'EHPAD dépend des hôpitaux Champagne-Sud. Et puis sur ce plateau, Ghislain Soliveau, bonjour. Bonjour. On est avec vous médecin urgentiste. Vous étiez avant médecin hospitalier. Vous exercez depuis l'établissement au bois des soins inopinés à Troyes. On l'appelle l'ISI ? On l'appelle l'ISI, effectivement. Voilà, et sa création vise, on le verra, à désengorger les urgences. Alors Éric Crézel, avec vous pour commencer, pour planter le décor, expliquez-nous un peu la situation dans votre département, la Haute-Marne. Quand on habite la Haute-Marne, en quoi c'est compliqué de se faire soigner ? C'est compliqué, mais c'est le résultat en fait d'une assez longue histoire d'installation et de ressenti et d'aménagement du territoire. Donc effectivement, au quotidien en ce moment, comme tous les sondages le montrent, la première préoccupation des Français, c'est la santé. Moi, je ne parle pas de l'incident actuel du coronavirus, mais je parle plus généralement de la problématique de santé. C'est toujours ce qui ressort en premier. Et effectivement, pour les zones rurales, c'est tout à fait particulier à cause des installations et surtout donc d'une génération de médecins qui part. Et donc, en fait, ça crée une vraie inquiétude chez la population qui vieillit elle aussi, mais pas que. Il y a aussi des jeunes. Et donc, ça crée vraiment cette inquiétude de fond par rapport à ça. Et donc, nous, au niveau de l'agglomération, on va dire qu'il y a l'agglomération de Saint-Dizier, enfin la ville de Saint-Dizier et un certain nombre de centres-bourgs, donc où les médecins sont installés et donc les habitants voient un par un les médecins partir et donc n'ayant pas la main, donc effectivement sollicitent les élus et souvent les maires et donc effectivement il y a des morceaux de solutions mais beaucoup de choses ne sont pas de notre niveau et donc peut-être la première d'entre elles sur un contexte plus national, c'est que, comme vous le savez sûrement, donc les maires ruraux au niveau national donc, ont impulsé l'agenda rural en demandant 200 mesures au gouvernement. Le gouvernement en a retenu 173 et parmi celles-là, le numerus clausus
donc qui est bien pas à notre niveau. Et donc je préfère, excusez-moi de faire ce détour, plus, ce détour, parce que en fait, c'est bien cette question-là qui est au départ, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent intervenir. Et donc, premier incident, donc pas assez de personnes, et donc pas de remplacement. Premier sujet. Et le second, après on pourra reparler d'autres, pour moi la deuxième dimension, c'est, disons, j'essaie de peser mes mots, mais une forme de dénigrement du monde rural en général et sur les questions de santé en particulier. C'est-à-dire, en fait, au bout du compte, un médecin, et donc ça a été le cas, alors a priori depuis 2-3 ans, on me dit que c'est un tout petit peu changé dans les universités, que je n'ai pas fréquenté, donc je ne saurais pas vous dire, mais j'ai quand même des échos. Et donc c'est en fait, au bout du compte, quelqu'un qui allait faire un stage, un médecin qui allait faire un stage, déjà, on n'offrait pas forcément des stages dans le monde rural. L'université ne mobilisait pas pour qu'il y ait des médecins qui accueillent des stagiaires. Et pire, ça j'ai entendu dans plusieurs universités, comme quoi donc les évaluations étaient plus basses si on allait faire un stage dans le monde rural. Et ça nous a longtemps pénalisés, ça n'a jamais été dit. Moi, je le dis à chaque tribune que j'ai, et je trouve que nous, effectivement, les maires, on a un certain nombre de solutions matérielles, comme vous le dites, via des locaux, etc., etc. Par contre, on n'a pas la conversation avec les gens qui, pendant un certain nombre d'années, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour la ruralité, puisque s'installer dans la ruralité, puisque ceux qui le font, qui au début passaient pour les exceptions, maintenant ils sont un petit peu plus nombreux, ont un regard tout à fait positif de la médecine généraliste par rapport à ce monde rural. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pendant très longtemps, dans les filières de formation, il y avait un dénigrement du monde rural. On ne conseillait pas ou on n'incitait pas les étudiants à aller un jour pratiquer dans le monde rural. Pour le moins, on n'incitait pas, et au pire, et donc il y a eu quelques cas de gens qui étaient, entre guillemets, mal notés pour avoir fait un stage dans le monde rural. Et donc c'est tout à fait regrettable. Et donc effectivement, si c'est des petits incidents sur un ou deux quelques situations, mais multipliés par 30 ans, ça fait beaucoup in fine. Et donc maintenant, on se retrouve dans une question générationnelle où effectivement beaucoup de médecins partent en retraite et donc du coup ne sont pas remplacés. Et donc les gens avec inquiétude, puisqu'ils n'ont pas la main, les habitants regardent les médecins partir un par un, et donc c'est une vraie source d'inquiétude pour eux. Donc voilà, j'espère qu'à l'avenir on arrivera à trouver des solutions pour tout ça. Merci Eric Crézel pour ce point d'introduction. On va vous retrouver tout au long de cette émission, et on va parler bien évidemment des thématiques que vous avez abordées. Ça fait du bien. La question de la santé dans les territoires, en direct de Pont-Sainte-Marie. Et avec Philippe Bluat, directeur des hôpitaux de Champagne-Sud, on va parler de ce que vient de nous expliquer Eric Crézel, bien évidemment, avec la question du recrutement des médecins, on va y venir. Mais avant d'aller au fond de cette thématique santé, un point qui inquiète aussi les Français en ce moment, le coronavirus, avec de nombreux cas qui se sont multipliés ces derniers temps. Vous, à l'échelle de votre hôpital, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a plus d'appels au 15 en ce moment ? Est-ce que les gens sont plus inquiets qu'il y a quelques jours ? Oui, il y a une augmentation des appels. On était une dizaine d'appels par jour. Là, depuis le début de la semaine, on est plutôt autour de 80, donc on a quelqu'un qui se spécialise. Alors après, on arrive très vite à baisser les inquiétudes parce qu'on a un questionnaire type qui permet de sérier le cas du patient qui est occupé. Généralement, c'est uniquement de l'inquiétude sans rien derrière, et on peut heureusement rassurer. Après, on est organisé, on est ce qu'on appelle un hôpital de deuxième recours, c'est-à-dire que pour le moment, c'est uniquement les quelques CHU dans notre région, c'est Nancy et Strasbourg qui accueillent les patients. On se tient prêt au cas où il y aurait une explosion du nombre de patients, à les accueillir. On est en train de se préparer, on a des protocoles qui seront là-dessus. Mais voilà, pour le moment, la situation est quand même très... Il y a très peu de diffusion en France à l'heure actuelle. Et de toute façon, les patients, s'il devait y en avoir un à Troyes, ils ne seraient pas hospitalisés à Troyes, c'est ce que vous me dites. Actuellement, non. Puisque actuellement, il y a largement assez de places dans les deux établissements, puisqu'il y a très très peu, il n'y a quasiment aucun cas en France. Donc il y a largement assez de places dans les deux établissements ciblés, mais on est là au cas où l'épidémie augmenterait. Jocelyn Soliveau, vous avez des gens qui viennent dans votre centre qui pensent avoir le coronavirus ou qui ont peur d'avoir croisé quelqu'un qui aurait pu les contaminer ?
Alors oui, bien sûr, j'ai vu une patiente la semaine dernière qui effectivement avait ce genre de préoccupation, qui craignait avoir le coronavirus, qui revenait de l'étranger, d'une région qui n'était pas concernée par les zones à risque. Mais oui, ça fait partie des craintes de la population. Et comment on les rassure? Qu'est-ce qu'il faut déjà, pas faire? on reste rationnel, on se base sur les recommandations de l'OMS et de l'ARS pour pouvoir bien préciser, comme l'a dit M. Bluat, que ce n'est pas à l'échelle mondiale qu'il faut considérer le coronavirus, mais bien au niveau des zones à risque qui sont mises à jour régulièrement. Donc il faut se tenir au courant et rassurer les gens lorsqu'ils ne reviennent pas d'une zone à risque. Justement, en ce moment, on parle beaucoup de la crise sociale, les revendications dans l'hôpital public. Est-ce que cette crise du coronavirus peut aggraver les choses encore ? À l'heure actuelle, non, parce qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans une phase d'épidémie en France, et pour le moment, ça n'a quasi aucune incidence sur notre fonctionnement. Après, j'ai pas ma boule de cristal, donc tout dépendrait de l'effet. Mais honnêtement, une chose qui est sûre, c'est que c'est pas forcément les crises hospitalières, c'est pas dans les moments de crise sanitaire qu'elles existent. Au contraire, c'est le moment où le personnel se mobilise et vient en force pour aider. Enfin, chaque fois qu'on a eu un plan blanc à l'hôpital, le personnel est extrêmement mobilisé. Donc, c'est plutôt le moment, quand il y a une crise sanitaire, on oublie les crises sociales. Parce qu'on va à ce qui fait l'essence du métier d'hospitalier, c'est de secourir les gens. Mais aujourd'hui, la crise, elle est bien là. L'hôpital public souffre. Au quotidien, c'est quoi ses forces et ses faiblesses aujourd'hui de l'hôpital ? Alors, l'hôpital, d'abord, la crise, ça fait longtemps que l'hôpital souffre. Enfin, moi, j'entends l'hôpital est en crise quasiment depuis que je suis hospitalier. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile. En effet, il y a des contraintes qui sont fortes. D'abord, c'est qu'on est dans un contexte budgétaire qui est contraint. On a des augmentations de budget qui sont relativement faibles, tandis que les coûts, notamment des nouvelles thérapies, sont très forts et qu'on doit investir de plus en plus dans des outils ou thérapeutiques ou de diagnostic qui sont extrêmement coûteux, les IRM, la radiothérapie, les robots chirurgicaux, etc. Donc il y a cet effet ciseau qui est particulièrement difficile. On a les problèmes en effet de recrutement qui existent. On va y venir tout à l'heure. Oui. Et donc, oui, l'hôpital souffre et il faut qu'il s'adapte à ces évolutions. Après, c'est quand même une structure qui fait preuve d'une extraordinaire résilience parce que des périodes de tension dans l'hôpital, il y en a eu, encore une fois, moi, j'ai jamais connu quasiment que ça depuis que je suis rentré dedans. À chaque fois, il y a eu des sursauts, il y a eu des adaptations législatives, il y a eu des révisions des modes de financement éventuels. Et à chaque fois, l'hôpital public a continué à s'améliorer et à se renforcer. On a quand même des chefs de service qui démissionnent. On a quand même ce qu'on appelait les mandarins qui claquent la porte. C'est quand même peut-être plus grave que les dernières crises qu'on a pu vivre. Des démissions de chefs de service, il y en a déjà eu, et ce genre de démission, il y en a déjà eu par le passé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise. Je dis que l'hôpital a connu beaucoup de crises. Il y a des réponses à apporter. Il y a eu des réponses qui sont en cours. Une des causes de la crise, c'est que c'est vrai qu'on avait eu depuis plusieurs années une baisse des tarifs. C'est-à-dire que chaque fois qu'on faisait une intervention, on touchait de moins en moins d'argent pour ça. Et finalement, ça faisait une sorte de course à l'activité qui, au bout d'un moment, n'est plus viable. Il y a eu des annonces gouvernementales qui disent qu'on arrête la baisse des tarifs et on va un peu les réaugmenter. Donc ça va nous donner de l'air. Il y a sans doute de la modernisation à avoir aussi dans notre fonctionnement. L'hôpital est une structure administrative très, très importante en effectif, donc parfois un peu lourde, qui a aussi beaucoup de législation qui s'impose à lui. Donc il y a des difficultés dans l'hôpital. Et je ne nie pas, je dis juste qu'il y a eu d'autres crises que j'ai connues, d'autres phénomènes de ce type. Il faut y répondre. Mais l'hôpital, encore une fois, est particulièrement résilient. Et je ne doute pas que s'il y a de bonnes réponses, la crise va se résoudre. En tout cas, l'un des points faibles particulièrement de l'hôpital public, en tout cas ce qui se retrouve en première ligne, c'est les urgences. Ça, vous ne pouvez pas le nier, c'est le premier rideau, c'est là où se concentrent souvent les difficultés. C'est la porte d'entrée principale de l'hôpital. Et c'est en fait, depuis des années, c'est quand même
sur les urgences que petit à petit se concentrent toutes les difficultés de la société, les difficultés sanitaires et les difficultés sociales. On parlait de désertification. Quand on n'a plus de réponse en ville à une demande de soins, où on va aux urgences. Pareil, il y a souvent des gens qui viennent aux urgences aussi pour des raisons sociales. Je crois que vous m'aviez raconté que vous avez passé du temps à chercher un logement. Je m'adresse au docteur Soliveau qui a travaillé dans nos urgences. Donc, vous voyez, petit à petit, c'est pareil pour le SAMU. Il reçoit beaucoup d'appels maintenant qui sont des appels de nature sociale. Donc, quand vous prenez sur vous un peu toute la misère du monde, forcément, ça crée des surcharges, ça crée des difficultés et ça crée beaucoup de contraintes pour le personnel, pour la structure aussi qui est derrière, puisque les urgences ne sont pas hors sol, elles travaillent aussi avec des services derrière. Et ça, c'est une énorme difficulté. 2h30, 14h, ça fait du bien, en direct de Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube. On parle de la crise des urgences. Ghislain Soliveau, vous justement, vous êtes médecin urgentiste. Quel regard vous portez sur cette crise ? Je porte le regard un peu similaire à M. Bluat. Il faut comprendre que la situation des urgences est très difficile, mais c'est le reflet de tout le système en fait. C'est à l'endroit où se concentre l'intégralité des problèmes. Lorsque les gens n'ont pas d'autre solution, ils savent qu'ils peuvent venir aux urgences, donc ils viennent aux urgences pour cela. Mais c'est aussi tout l'amont des urgences, avec toute la médecine de ville qui connaît toutes ces difficultés démographiques. Et également l'aval, c'est-à-dire l'hôpital, qui est en difficulté pour les raisons que M. Bluat vient de souligner. Donc, sauf qu'au milieu, il y a les urgences, et l'intégralité des problèmes s'y concentre. Donc, en fait, toutes les problématiques qui se présentent dans un service d'urgence ne sont pas dues aux urgences, mais en fait sont le reflet de toute la problématique, de toutes les filières de soins, de tout le système de soins français dans sa globalité. Donc si aujourd'hui les urgences sont en train de connaître une crise qui, à mon sens, est sans précédent, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans un service d'urgence, j'ai vu le système évoluer et je fais partie de ces chefs qui ont été démissionnaires à cause du système actuel. Je crois que c'est vraiment parce que notre système de soins est malade et qui nécessite une réforme d'urgence, sans jeu de mots, et qu'il faut qu'il soit revu de fond en comble. Et ça, je pense que c'est pas forcément le rôle ni de M. Bluat, ni des urgentistes. Et alors justement, vous avez créé un centre de soins inopinés, c'était aussi pour désengorger les urgences ? Oui, lorsque l'ARS a présenté son plan urgence en 2018, une des solutions évoquées était la création d'un centre de soins inopiné. C'est pour ça qu'avec mes associés, nous avons décidé de partir dans cette aventure, de créer ce centre de soins immédiats, donc l'établissement Aubois de soins immédiats, qui se trouve à Troyes, qui a ouvert en octobre 2018, et qui permet justement une alternative au système hospitalier, permet à des personnes de s'y présenter de manière totalement sans rendez-vous, et à l'exception des urgences vitales, de prendre en charge l'ensemble des pathologies que peut présenter un service d'urgence. Ça permet effectivement l'objectif de diminuer le nombre de passages aux urgences, que les urgences de l'hôpital se concentrent sur sa mission principale qui est l'hospitalisation et la prise en charge des urgences vitales, pour que le temps de passage et le nombre de passages des urgences hospitalières puissent diminuer. Vous avez quoi comme type de pathologie dans ce centre? Vous recevez quel type de patients? Comment? On reçoit un peu tous les types de patients, c'est-à-dire qu'on reçoit des patients qui ont besoin de soins ambulatoires type médecine générale. On reçoit également des patients qui ont besoin d'un plateau technique un peu plus conséquent parce que nous avons à notre disposition la biologie, donc les prises de sang, tout ce qui est radiographie et scanner. Donc on peut prendre en charge des pathologies plus lourdes que le rhume ou l'entorse de cheville. Par contre, on n'ira pas jusqu'aux urgences vitales, même si des gens se sont présentés spontanément chez nous avec des infarctus ou des choses comme ça, qui nécessitent un plateau technique beaucoup plus lourd et donc un plateau technique hospitalier. On reçoit entre toutes ces pathologies, entre ces deux extrêmes, toutes les pathologies possibles.
Philippe Bluat, ça a contribué, l'ouverture de ce centre, à faire baisser la fréquentation des urgences de l'hôpital? Alors, ça peut contribuer à faire un plateau. C'était déjà pas mal d'arrêter d'augmenter. On arrête d'augmenter en tout cas. Actuellement, on est sur un plateau. Oui. On était sur une courbe à quasiment 8-9% de plus chaque année. Et là, on stagne entre 61 et 62 000 passages, ce qui est déjà énorme. 62 000 passages oui, à peu près par an. C'est-à-dire, oui, avec des variations qui vont entre 150 et 210 patients par jour. Ça dépend des journées. Il y a les journées plus ou moins chargées. Et vous, Justin Soliveau, combien de patients vous recevez par jour? Eh bien, nous, entre la date d'ouverture, donc le 9 octobre 2018 et le 31 décembre 2019, nous avons reçu plus de 13 000 patients. C'est autant de patients qui ne sont pas allés aux urgences, clairement. Ça représente combien de personnes qui travaillent sur votre plateau à peu près, pour situer pour nos auditeurs? Alors aujourd'hui, nous avons un médecin et une infirmière qui travaillent tous les jours, du lundi au dimanche. Nous avons donc une équipe constituée aujourd'hui de 2 médecins, 3 infirmières et des remplaçants médicaux. Donc ça représente une équipe qui est dans le domaine privé, on est bien d'accord. Enfin, en tout cas, indépendant, même si vous êtes dans les locaux de la clinique. Oui, absolument. Nous exerçons sous la forme libérale. L'établissement Bois de Soins Médias est totalement indépendant et donc de la clinique ou de l'hôpital. Nous louons les locaux de la clinique parce que nous avons besoin d'être proches d'un plateau technique. Effectivement, ça fait partie du concept. Mais mes associés et moi-même sommes totalement indépendants, oui. Éric Rézel, juste un mot sur ce qu'on vient d'entendre. C'est une solution qui pourrait être déclinée dans une agglomération comme la vôtre, ça? Oui, je pense que de toute façon, l'idée est bonne et je pense que le problème de fond, même si je ne connais pas particulièrement la question des urgences, c'est effectivement, je ne sais pas, je vais employer un mot, vous me corrigez si ce n'est pas le bon, mais de bobologie. En fait, il y a un certain nombre de gens qui vont aux urgences et qui n'ont pas forcément besoin d'y aller. Et qu'effectivement, je pense qu'il faut que les urgences se recentrent sur leur activité et que toutes les solutions, dont la vôtre, je pense que c'est des bonnes solutions. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres solutions complémentaires donc à mettre en place, justement, en médecine générale. Nous sommes toujours à l'EHPAD du domaine de Nazareth. On a parlé des urgences, on a évoqué cette situation. On va maintenant parler d'un autre problème, le recrutement des médecins. Charlotte, alors comment faire pour attirer des professionnels de santé loin des grands centres universitaires et des métropoles? Oui, Ghislain Soliveau, pour vous par exemple, est-ce que ça a été un problème de recruter des professionnels de santé? Alors oui, dans mes fonctions de chef de pôle, j'étais en vraie difficulté pour recruter le professionnel de santé. Ces difficultés se sont accrues au fur et à mesure du temps qui passait. Je crois qu'aujourd'hui, le professionnel de santé, qu'il soit médical ou paramédical, se confronte à une vraie difficulté et qui est éthique. Parce que le système de santé aujourd'hui est très contraignant. Et aujourd'hui, l'agent hospitalier, en tout cas c'était ma part, et le système hospitalier est en train de mettre sous pression le professionnel de santé à tel point que lorsqu'il quitte son poste, alors que, comme le disait M. Bluat, nous sommes des gens qui sommes investis dans le soin et qui sommes investis pour aider le patient et les gens, eh bien, on a l'impression, en quittant notre poste, de maltraiter nos patients, en un seul mot. Et c'est ça ce qui fait qu'au bout du compte, on se rend compte que il faut qu'on évolue, il faut qu'on change, il faut qu'on réinvente nos systèmes de fonctionnement. Et c'est dans cette optique-là qu'on a créé l'établissement Bois de Soins Médias pour faire un système où on se sente moins contraint et moins en difficulté pour prendre en charge nos patients. C'est ça la difficulté aujourd'hui du soignant. Et c'est le mal-être général qui fait que la crise sanitaire aujourd'hui est très importante parce que les soignants sont dans une mauvaise passe et sont en vraie difficulté. Alors, je vous coupe, on va passer à un autre moyen peut-être de pallier le manque de praticiens, c'est la télémédecine avec des téléconsultations. Le patient est dans un lieu, le médecin est dans un autre. Et Charlotte Meunier, vous nous expliquez comment ça fonctionne. Oui, depuis 2 ans et demi, à l'EHPAD Le Parc du Château à Vendeuvre-sur-Barse, on utilise ce nouveau procédé. Alors, le principe est simple. Les résidents de l'EHPAD sont auscultés à distance par un médecin via un système vidéo. C'est une technique qui permet de gagner du temps et d'éviter aux patients de se déplacer. Alors, à l'EHPAD de Vendeuvre-sur-Barse, c'était l'un des premiers à être équipé dans le département.
Et la directrice Sylvie Bazin en est très, très satisfaite. On l'écoute, elle est au micro de Thomas Pasquier. Ça change tout, notamment, bien sûr en médecine générale c'est intéressant, mais c'est aussi et surtout intéressant en médecine spécialiste, puisque du coup ça permet à nos résidents d'avoir ce que le commun des Aubois ne peut pas obtenir, c'est-à-dire un suivi avec des médecins spécialistes de très haute qualité, notamment effectivement en tout ce qui est diabète, tout ce qui est plaies et cicatrisation, puisqu'on obtient très très rapidement une consultation parfois sur la journée. Évidemment, les résidents ne sont pas laissés seuls devant un écran. Une infirmière les accompagne durant la consultation et transmet les données aux médecins. Aurore Bonfils, infirmière à l'EHPAD de Vendeuvre. C'est de la préparation avant, de la préparation après, mais en fait, finalement, je pense qu'on gagne du temps plutôt que de les envoyer directement en hospitalisation. Et puis même pour nos résidents, voilà. Ça évite une hospitalisation et tout ce que ça engendre aussi après. Par exemple, si tout à l'heure on a un résident qui va pas bien, je peux prendre une consultation et je sais que le médecin en général aura une disponibilité, il pourra nous voir pour voir le résident et puis nous poser les questions nécessaires pour comprendre pourquoi le résident va pas bien. Après, quand vraiment il y a des grosses urgences, bien évidemment, il faut qu'on appelle tout de suite le 15. On ne prend pas de consultation télémédecine. C'est aussi à nous de juger de la gravité de l'état du résident. Et ce jour-là, c'est Georgette, 90 ans, qui bénéficie d'une consultation de télémédecine avec un médecin basé à Troyes. Et pour elle, c'est une avancée qui a du bon. C'est très bien. Maintenant, puisqu'il manque de docteurs et tout ça, on n'a pas le choix. Souvent, il faut prendre des rendez-vous. Ça demande du temps, tout ça. Alors, oui, c'est bien. Je dis, il faut vivre avec son temps. Comment ça va ce matin? Ça va pas plus mal. Pas plus mal? Non. Effectivement, il y a un bel œdème. Et c'est cool cet œdème, c'est déjà résistant. En revanche, tous les résidents ne sont pas de cet avis. Monique, elle, est un peu plus réfractaire. Moi, j'ai pas confiance. Je trouve, on nous ausculte pas, non. J'ai trouvé que le traitement n'était pas assez long. Parce que ça est revenu, au bout de 15 jours, le premier coup, j'étais revenu au point de départ. Et malgré la réticence de certains patients, la télémédecine se démocratise dans le département. À ce jour, 36 EHPAD sur les 40 de l'Aube ont recours à cette nouvelle pratique. Merci Charlotte. Très brièvement, 30 secondes, Philippe Bluas, la télémédecine, ça peut servir? C'est une grande satisfaction puisque c'est nous qui avons déployé. Madame Bazin était venue me voir parce qu'il y avait une perte de médecins sur place et on a aidé au déploiement avec l'aide financière du département et de l'ARS de ce dispositif qui permet, pour certains aspects, notamment l'accès aux spécialistes, d'améliorer les choses par rapport au temps où il y avait encore des médecins sur place. Donc les évolutions ne sont pas uniquement dans un sens. Vendeuvre a perdu des médecins généralistes, mais par contre, les patients de l'EHPAD, grâce à ce dispositif, ont eu un accès plus facile aux médecins spécialistes, notamment aux diabétologues. Merci Philippe Blual. On est pris par le temps. On doit rendre l'antenne avant le journal de Radio Vatican avec Melchior. Merci Philippe Blual, directeur des hôpitaux de Champagne. Merci aussi à vous, Ghislain Soliveau, directeur de l'ISI. Merci Jean-Baptiste Labeur et Charlotte Meunier. On vous retrouve, promis, à 13h10 pour la suite de Ça fait du bien spécial municipal et santé. On s'intéressera un peu plus précisément aux personnes âgées et dépendantes, au maintien à domicile, à l'accueil et à la santé des personnes dépendantes avec des réponses à ces nouveaux défis. Et je vous rappelle que nous sommes en direct depuis Pont-Sainte-Marie. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est juste à côté de Troyes et nous sommes en direct jusqu'à 14h. On va d'ailleurs faire un petit détour par Rome dans quelques instants. Ce sera pour le journal de Radio